Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Aujourd'hui on a un nouvel épisode du K-Su Show qui est un peu spécial. On va répondre à 3 questions aujourd'hui. Je vais chercher à développer un maximum ces sujets de façon à ce que voilà, ça soit clair. Une fois que c'est bien étalé, c'est bien expliqué, j'espère qu'on n'aura pas à revenir dessus. Donc les sujets qu'on va aborder aujourd'hui sont les sujets suivants. Dans un premier temps on va parler préparation physique pour athlètes. Et on va parler de la question de la spécificité dans la préparation physique des athlètes. J'ai fait un réel là-dessus qui a pas mal tourné. Il y a eu des réponses très positives, des collègues qui sont d'accord avec moi, et de l'autre côté, eh bien, on a eu des avis qui étaient divergents. Et je sors d'un débat, un petit débat, on va dire ça comme ça, sur Instagram, d'un avis qui était divergent et d'une attaque personnelle. Donc je vais m'expliquer là-dessus, bien entendu. Et dans un deuxième temps, on va répondre à une question qui revient souvent, qui est très intéressante et très pertinente selon moi, qu'on va pouvoir connecter à cette question de la spécificité de la préparation physique des athlètes. La question est la suivante: pourquoi ce sont les athlètes les plus explosifs, ceux qui ont le plus de force, etc., qui se blessent le plus souvent? Et je vais apporter bien entendu ma pierre à l'édifice en espérant que ça pourra vous aider si vous entraînez des athlètes de haut niveau ou de tout niveau confondu, et si vous êtes vous-même pratiquant et vous ressentez dans ce message, vous arrivez à vous identifier dans ce message, eh bien j'espère que ça pourra vous aider. Et finalement on va répondre à la dernière question qui est la question du Jefferson Curl, la question du deadlift au dos rond. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, est-ce que tout le monde devrait le faire? J'ai déjà fait plusieurs épisodes là-dessus, mais il y a certaines confusions qui ont été amenées selon moi dans l'industrie ces derniers mois, dernières années, et je pense qu'on va chercher à clôturer le sujet une bonne fois pour toutes. Comme vous pouvez le voir, pour ceux qui vont voir le tout en format visuel, je ne suis pas chez moi, je suis à l'étranger, je vous présente tout ça chez un des athlètes que j'entraîne, donc merci pour son accueil. C'est pour ça que l'épisode est tourné dans un décor différent pour ceux qui vont voir le tout. Alors je me permets d'introduire tout ça de cette façon-là parce que à chaque fois que je parle d'un sujet, je parle des sujets en connaissance de cause. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je pratique sur moi-même et sur des personnes que j'entraîne, personnes lambda, parce que j'ai entraîné énormément de personnes lambda et des athlètes du plus haut niveau, de tous les niveaux confondus, mais également du plus haut niveau. Il n'y a pas plus haut niveau. Donc je travaille avec ces gens-là. Donc prenez ma parole comme quelqu'un qui est sur le terrain depuis 10 ans et qui a des résultats sur le terrain et qui travaille avec ce genre de personnes-là. Donc je ne vous parle pas d'un point de vue hypothétique ici, je ne vous parle pas d'un point de vue théorique uniquement ici. Bien entendu, je vais donner ma décomposition et je vais donner ce qui me permet aujourd'hui de faire mon métier avec ces gens-là. Je le rappelle, je suis un petit gars comme tout le monde, comme tous les entraîneurs, etc. J'amène juste ma philosophie des choses et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'arrive à être là dans ces positions-là qui me permettent de travailler avec ces gens-là et d'apporter une vision qui est différente de ce qui se fait. Et comme vous le savez, pour ceux qui écoutent le K-Su Show, bien, parfois j'amène des sujets où je les amène d'une manière différente. Parfois je contredis ce qui est souvent dit. Et c'est pas parce que je contredis ce qui est dit que je suis en désaccord avec tout, mais parfois oui, parfois non. On peut être en désaccord partiellement. C'est pas parce que ça a toujours été fait d'une façon que c'est la bonne façon de le faire. C'est mon discours à chaque fois. Alors il y a des choses qui fonctionnent, qui sont véridiques, qu'on ne peut pas débattre, et il y a certaines choses qu'on peut remettre en question et qu'on peut améliorer. Et je pense que c'est avec ce genre de personnes-là qu'on arrive à aller vers l'avant, qu'on arrive à faire de l'avancée, du progrès dans n'importe quel domaine. Bien entendu, à condition qu'on arrive à allier toutes les sources d'évidence qui nous amènent dans cette direction-là. Donc le sujet que j'aimerais aborder dans un premier temps, c'est la spécificité dans la préparation physique des athlètes de tout niveau confondu, mais principalement des athlètes de haut niveau. C'est quelque chose que je critique souvent. Alors on entend souvent parler de ça sur les réseaux sociaux. C'est vraiment la mode des coachs, voilà, des préparateurs physiques, des fitfluencers qui vont vous parler de voilà, on va mettre le hashtag ici sport specific. On a le hashtag sport specific et on mime souvent des mouvements de sport pour le sport en question. Donc si on va faire du foot, on va chercher à se rapprocher au maximum en salle de sport, en salle de musculation, de mouvements de foot. Si on fait du tennis, on va faire des exercices qui vont se rapprocher au maximum des mouvements de tennis. Si on fait des sports de combat, on va se rapprocher au maximum des mouvements des sports de combat, etc., etc. Et en gros, par spécificité, on cherche à ressembler au maximum, ou faire en sorte que les mouvements qu'on entraîne en salle de sport ressemblent au maximum aux mouvements qu'on va exécuter dans notre sport en question, dans le sport en question de l'athlète qu'on entraîne. Et c'est ce que je remets en question. Ce que je remets en question, c'est le fait de vouloir mimer un sport d'une façon ou d'une autre en salle de musculation. Parce que ça ne sert à rien selon moi. Et c'est cette thèse-là que je vais chercher à défendre à travers ce podcast. Et ceux qui font mon programme Mentorship Shameless Plug, la vague 6, la 6e session va commencer le mois prochain. Les inscriptions sont ouvertes, plusieurs places sont déjà parties. Les places sont limitées, inscrivez-vous, le lien est dans la bio. Donc l'idée ici vraiment c'est de vous expliquer que cette idée
là de vouloir mimer le sport, ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Et on doit commencer déjà par se dire que on a un temps limité en préparation physique avec les athlètes de haut niveau. Les athlètes de haut niveau ont bien entendu pratiquent tous les jours, s'entraînent tous les jours et leur sport, c'est la priorité. Donc la préparation physique, c'est vraiment la cerise sur le gâteau qui va leur amener éventuellement le 1%. J'ai jamais la prétention de dire, bien que ce soit mon métier, c'est ce que je prêche le plus, qu'on va apporter 20% de greatness, d'amélioration dans tout. Non, on veut améliorer le 1%. Et quand vous travaillez comme moi avec ces gens du plus haut niveau, eh bien le 1%, ça fait toute la différence. Parce que là, on est dans les top 100, top 200, top 300, top 400. On est tous talentueux ici. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut ramener de plus pour que éventuellement on développe certaines qualités athlétiques qui vont nous permettre de mieux exprimer notre sport ou pour qu'on puisse viser la longévité, parce que la longévité, c'est ça le game. Ok, donc ici, ce que j'ai voulu expliquer, c'est qu'on doit accorder notre focus sur des choses qui sont complètement différentes, qui ne ressemblent pas du tout au sport, ou parfois ne ressemblent pas du tout au sport en question. Alors, pourquoi on doit pas chercher à mimer un sport dans la salle de musculation? Alors, je donne l'exemple ici, parce que c'est des trucs que j'ai vus, c'est pas des trucs que j'invente. Un footballeur, on lui attache un câble en élastique et on lui demande de faire un tir de foot, ok? Ou alors un joueur de tennis ou un joueur de golf, on mime le mouvement de golf avec un câble, pareil pour un joueur de baseball, enfin bref, vous avez compris un peu l'idée. On cherche à faire en sorte de ressembler au maximum au sport en question. Et ce que j'explique, c'est que en vrai, à chaque fois qu'on cherche à mimer un sport, eh bien, on va jamais ressembler au sport au maximum, ok? C'est-à-dire qu'on va rajouter de la résistance externe, ça va altérer les mécaniques du mouvement. À chaque fois qu'on fait un mouvement, le corps trouve le meilleur moyen de s'organiser, ok? En fonction de plusieurs contraintes. Je vais y revenir dans un instant. Mais lorsqu'on utilise un objet différent, lorsqu'on utilise une charge qui est différente, des circonstances différentes et qu'on commence à inclure un mouvement qui est complexe, important de le mentionner ici, des mouvements complexes, eh bien, on va altérer les mécaniques. Le corps va tout simplement s'organiser différemment. Okay, quand je fais un tir avec la balle de foot dans le contexte de mon jeu de foot, ça va pas être exactement la même chose que de jouer, de mimer un tir avec un câble qui est attaché à ma jambe. Alors oui, on va travailler certains tissus, mais encore une fois, pour moi, c'est pas extraordinaire. Okay, je pourrais même défendre le fait que la charge qu'on va placer sur ces tissus est beaucoup plus grande lorsqu'on utilise une balle de foot. Okay, l'intention de produire de la charge, la vitesse, etc. est beaucoup plus grande. Donc pour moi, c'est pas intéressant parce qu'on va altérer les mécaniques et on aurait d'autres choses plus intéressantes à faire. Du coup, ça m'amène à cette idée de mouvement complexe. Lorsqu'on fait un mouvement, eh bien, on intègre plusieurs choses en même temps. Okay, quand on fait un mouvement, on intègre plusieurs articulations, plusieurs tissus musculaires. Donc déjà, le corps doit trouver la meilleure harmonie pour exécuter le mouvement avec ce qu'il a à disposition. Et ça, c'est ce qu'on appelle les contraintes individuelles. Okay, le corps va s'organiser en disant, moi, j'ai accès à tels outils qui sont, imaginons ici pour un tir, pour une balle de foot, qui sont mon articulation de la hanche, plus précisément une fonction bien précise de l'articulation de la hanche. J'ai mon genou, j'ai ma cheville et j'ai le côté opposé et j'ai la rotation de ma colonne vertébrale. Enfin bref, plein de trucs qui rentrent en jeu. Et le corps, il va dire, ok, moi j'ai accès à tous ces outils-là. Comment je fais pour exécuter le mouvement que je dois faire? Et ça, c'est le mouvement que je dois faire, c'est une autre contrainte qu'on appelle la tâche. Okay, la tâche qu'on doit exécuter. Et en plus de ça, à rajouter dans cette équation compliquée mathématique que le système nerveux doit exécuter, eh bien, on va rajouter les contraintes environnementales. Donc, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on joue. Quand on joue sur un terrain qui est mouillé, s'il neige, s'il pleut, eh bien, ça rajoute encore plus de complexité. Donc, vous voyez, ces trois contraintes qu'on doit prendre en considération, que le corps doit prendre en considération pour créer le mouvement demandé. Et le corps va ainsi faire le calcul mathématique le plus intelligent à ce moment même. Pensez à ça comme un ordinateur rapide, c'est exactement ça. Eh bien, le corps va décider de faire le mouvement X. Il fait le mouvement X en disant c'est le meilleur moyen de faire le mouvement avec tout ça, avec le sol qui glisse, mon articulation qui est limitée dans cette amplitude-là, mais qui arrive à aller dans cette amplitude-là, et la tâche que je dois accomplir. Le tir, le coup de poing, le coup de raquette, ce que vous voulez. Par conséquent, le corps, avec toutes ces informations complexes, détermine comment faire ce mouvement. Et ça s'appelle la théorie des systèmes dynamiques. C'est une théorie mathématique qui s'applique pour le corps humain. Okay, donc, c'est aussi simple que ça. C'est le premier truc à comprendre. C'est vraiment la base de tout ce que je vais dire par la suite. Et donc, mon travail en tant que préparateur physique, selon moi, encore une fois, c'est ma vision des choses en espérant que ça pourra alimenter tout ce que vous faites, eh bien, c'est de dire, ok, là, le corps, il intègre plusieurs choses, il intègre plusieurs informations. Mon travail, moi, en tant que préparateur physique, c'est
de faire en sorte de développer l'athlète. Je le dis toujours, mon but c'est pas de développer le footballeur, c'est pas de développer le tennisman, la tenniswoman, de développer le skieur, peu importe. Mon but c'est de développer l'athlète, ok? Alors il y a certaines spécificités qui rentrent dans le sport, je vais en parler dans un instant. Mais donc l'idée c'est vraiment de comprendre ça, de dire moi je vais entraîner l'athlète. Et par athlète, eh bien on a toujours les mêmes qualités athlétiques qui vont être exprimées. Elles vont être exprimées, ceci étant dit, différemment ou filtrées différemment en fonction du sport. Mais de manière générale, on parle des mêmes qualités. Alors les mêmes qualités ici, on parle de la force, on parle de la vitesse, on parle de l'endurance fondamentale, on parle de la mobilité, certains l'appellent flexibilité, enfin bref, ces mêmes termes-là. Ok, ce sont ces qualités-là athlétiques que n'importe quel athlète, peu importe ce que vous faites, eh bien vous avez besoin de ces qualités-là. Alors certains sports requièrent plus d'une qualité que d'une autre et à ce moment-là, on va devoir filtrer. Mais l'idée, c'est de comprendre que dans un premier temps, je vais travailler sur l'athlète, sur l'être humain dans un premier temps, mais on va garder cette partie parce que j'ai déjà parlé, on parle spécifiquement de l'athlète ici. Donc, on va viser certaines qualités athlétiques. C'est le premier truc. Donc, c'est ce que je veux décomposer dans un premier temps. Je me dis, ok, je vais viser cette qualité athlétique-là parce que je pense qu'il a besoin de plus de cette qualité-là en plus pour son jeu ensuite. D'accord? Peu importe le sport en question. Alors, le premier taf ici, c'est de se dire, je vais isoler une de ces qualités. Ok? Force, vitesse, etc. Et ça se fait au cours d'une semaine, ça se fait au cours d'une séance, au cours d'un bloc d'entraînement, peu importe comment vous organisez le tout. Pour ceux qui font mon programme mentorship, encore une fois, vous saurez comment faire tout ça. Et ceux qui font les entraînements Train Like Me, pour l'abonnement Train Like Me, eh bien, vous avez un avant-goût de ce à quoi ça ressemble. Ok? Donc, c'est le premier truc qu'on va chercher à faire. Ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, on va chercher à être spécifique, mais dans les tissus visés. Ok? On va être spécifique dans les tissus visés. Et là, on revient à ce dont l'athlète a besoin. Chaque sport requiert une sollicitation de tissus qui sont légèrement différents. Okay, les joueurs de foot, bien entendu, utilisent plutôt leur bas du corps, donc le haut du corps, c'est pas important. Si on travaille avec quelqu'un qui sollicite plus le haut du corps, eh bien entendu, le haut du corps devient important. Donc on va viser des tissus bien précis, on va viser des articulations bien précises. Au sein de ces articulations, on va viser des fonctions bien précises. C'est ce qui nous permet justement de renforcer les tissus spécifiquement dans ce qui va être utilisé dans notre sport. Alors pour revenir à cette idée de sport spécifique, où selon moi c'est du boucan, c'est du bruit, on nous fait croire qu'il y a de la spécificité, mais comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas. Okay? Tout ce qu'on fait, ou la plupart de ce qu'on fait, c'est général dans un premier temps. Alors en termes de développement athlétique, c'est général. Comme je l'ai dit, on va développer des qualités spécifiques, certes, mais avec des modalités qui sont générales. On va utiliser des exercices qui sont généraux. Okay? On va tous faire un exercice pour le bas du corps, les exercices pour le bas du corps qui sont plus ou moins similaires, peu importe le sport que vous faites. On va tous faire des squats, on va tous faire des fentes, on va tous faire des soulevés de terre. Pourquoi? Parce qu'il y a une adaptation qu'on va créer plutôt à un niveau général, encore une fois, à un niveau global, plutôt une adaptation qui est nerveuse. C'est ce que j'appelle l'amplificateur, le système nerveux. On va forcer le système nerveux à apprendre à générer un maximum de la qualité qu'on souhaite développer. En l'occurrence, plutôt pour la force et la vitesse ici. Ou alors, on va entraîner de manière générale notre conditionnement pour avoir de l'endurance fondamentale. Ok, d'accord. Et après, on peut sous-catégoriser tout ça. Il y a différents spectres qu'on peut viser dans ces qualités athlétiques là, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, on va utiliser des modalités qui sont globales, des modalités qui sont générales. Donc déjà là, il n'y a pas de spécificité parce que ce qu'on cherche à entraîner, c'est vraiment ce que j'appelle l'amplificateur. Ok, pensez à ça comme si vous mettez la musique. On va apprendre à utiliser l'amplificateur pour que les basses sortent plus fort, pour que la musique sorte plus forte. Et ça, c'est notre système nerveux. Et ça se fait de manière généralisée, de manière globale. Donc déjà, de ce point de vue-là, en termes de développement de qualité athlétique, il n'y a pas de spécificité. D'accord? Maintenant, on parle des tissus. On va viser des tissus spécifiques, comme je l'ai dit, en fonction du sport, en fonction du contexte. Et là, oui, on est spécifique dans les tissus, pas dans les mouvements qu'on entraîne. Et c'est là la différence, encore une fois, où je dis qu'on fait tout faux, c'est qu'on ne cherche pas à être spécifique dans les mouvements qu'on entraîne, on cherche à être spécifique dans les tissus qu'on entraîne. Et vous l'aurez compris, le but c'est de décomposer au maximum. Les gens parlent d'intégration, oui mais il faut intégrer, etc. pour que ça s'approche du sport. Non, c'est tout l'inverse. On cherche à désintégrer au maximum, justement parce qu'on veut enlever un maximum de ces contraintes qui rendent le tout compliqué. Plus on rajoute de contraintes, plus on cherche à intégrer d'autres parties, plus on cherche à mélanger différentes qualités, etc.
etc., et bien plus on rajoute de ces contraintes. C'est-à-dire que le corps va trouver le meilleur moyen de faire le mouvement avec ce qu'il a à disposition. Et par conséquent, ce qu'il a à disposition, ce qu'il a déterminé être le meilleur moyen d'exécuter le mouvement, ne va pas forcément cibler les choses que vous voulez cibler. Et c'est vraiment ça la clé qu'il faut garder en tête. Donc déjà là, je pense avoir résumé dans les grandes lignes tout ce qu'il faut savoir sur la spécificité du sport. Pour moi, c'est du bruit. On nous vend du rêve avec des exercices sexy, etc. Ça sert absolument à rien. Ok, la plupart de ces exercices ne servent absolument à rien. Chercher à répliquer un environnement chaotique en salle de sport, ça ne sert à rien. Le sport en lui-même est déjà un environnement chaotique. Donc nous, on cherche à rendre l'environnement en salle de préparation physique le moins chaotique possible et le plus ciblé possible. De cette façon-là, on sait exactement, ok, j'ai renforcé cette partie-là exactement, j'ai développé cette qualité-là exactement. Et une fois qu'on l'a fait de manière bien précise et de manière bien ciblée, lorsque l'athlète va exécuter son sport, eh bien, il va savoir utiliser ces qualités-là dans son sport, il va savoir utiliser ces tissus-là dans son sport. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est ce que j'ai voulu expliquer à travers mon réel. Et ça m'a fait rire que plusieurs personnes ont voulu m'attaquer en disant ce gars-là n'a pas d'expérience sur le terrain, il ne sait pas de quoi il parle. Les gars, faites un background check. Regardez où je suis, ok? Regardez où je suis. Anyhow, c'est pas important pour ça, mais gardez en tête que c'est comme ça que ça fonctionne. J'espère que ça pourra vous aider et c'est ce que je partage en profondeur dans le séminaire avec mes élèves du mentorship et j'espère que tous ceux qui l'ont fait ont bien compris ça et comprennent comment l'appliquer. D'après ce que je vois, oui. Donc, c'est ce qu'il faut garder dans la spécificité du sport. C'est beaucoup moins spécifique que ce qu'on croit et la spécificité ne s'applique pas dans les mouvements qu'on cherche à faire. Les mouvements ne sont que des outils qui nous permettent de développer soit des qualités, soit des tissus bien spécifiques. Il faut vraiment faire la différence avec tout ça. Ce qui m'amène au deuxième sujet de l'épisode du jour. J'ai reçu une question. Je le rappelle, vous pouvez poser des questions dans le lien dans ma bio, dans les descriptions de ce podcast, dans ma bio Instagram, je disais. Et vous pouvez détailler un peu tout ça. Et la question qui a été posée, c'était Kevin, comment ça se fait que les athlètes les plus explosifs se blessent toujours? C'est souvent ceux qui se blessent le plus. Et c'est marrant parce que ça me permet justement de rebondir avec ce que je viens de dire là. On peut développer des qualités athlétiques et on peut travailler sur des tissus spécifiques renforcés. C'est un terme très général ici, des tissus bien spécifiques. Et je vous ai parlé d'amplificateur. Le système nerveux, c'est votre amplificateur. Pardonnez-moi. Ce qui veut dire que certains de ces athlètes ont l'amplificateur. Ils ont entraîné l'amplificateur ou ils l'ont déjà génétiquement plus que d'autres, c'est un fait. Eh bien, ils arrivent à produire une grande quantité d'énergie. Grande quantité d'énergie et parfois une grande quantité d'énergie rapidement. Ok? Mais il y a l'autre partie de l'équation qui n'a pas forcément été faite. C'est-à-dire qu'on a développé ces qualités, on arrive à produire un maximum de force, un maximum de vitesse, mais on n'a pas entraîné spécifiquement certains tissus dans certaines positions pour pouvoir encaisser cette quantité d'énergie qu'on arrive à produire. Ce qui veut dire qu'on applique une force qui est trop grande sur des tissus qui n'ont pas la capacité de faire face à ces forces-là, ou dans des positions dans lesquelles voilà, ils n'ont jamais été entraînés. Ce qui fait que ça pète. C'est pour ça qu'on a des déchirures, des lésions aux ischio-jambiers, des déchirures au quadriceps, peu importe ce qui se passe. D'accord? C'est que, pensez à ça, on a le gros moteur, mais dans ce gros moteur, eh bien, le cylindre, le reste, ne fonctionne pas. Ok? C'est aussi simple que ça. Je regardais un film hier où comment on appelle ça, la fusée allait dans l'espace, mais le matériel autour de la fusée, maintenant j'ai pas le terme, le châssis entre guillemets, ne tient pas au bout d'un moment parce que la pression est beaucoup trop grande. Ok? C'est un peu pareil ici. On a le moteur, on arrive à aller dans l'espace, mais le reste, les tissus qui n'ont jamais été entraînés spécifiquement, parce que souvent on entraîne des mouvements globaux en négligeant l'autre partie. Eh bien, en négligeant donc le contexte de l'athlète, eh bien c'est là que l'athlète se fait éventuellement des déchirures. Bien entendu, il y a plein d'autres paramètres à prendre en considération. C'est pas aussi simple que ça. Il y a le lifestyle, le volume d'entraînement, plein de paramètres. Mais en surface, c'est le truc à garder en tête selon moi que la plupart des gens ne considèrent pas. Donc voilà l'explication sur pourquoi ça arrive souvent. Et effectivement, c'est quelque chose que j'observe souvent. Que ce soit des sprinteurs, que ce soit des joueurs de foot, de basket, etc. Et ils arrivent à produire un maximum de force, mais ils n'ont jamais entraîné leur tissu spécifiquement à tolérer cette quantité de force dans certaines angulations. Et bam, il y a un truc qui lâche. Ça fait partie du game. Ok? Donc j'espère avoir répondu à tout ça en espérant que vous saurez interpréter tout ce que j'ai dit de la bonne façon. La dernière question qui revenait, c'est un peu un débat qui revient sur le Jefferson Curl et le deadlift dos rond. C'est marrant parce que je voulais absolument faire cet épisode-là parce que je voyais tellement de confusion et j'ai vu un réel de mon pote Thomas voilà, j'étais assez d'accord avec lui, mais je vais apporter un peu de contre-argument si on veut, ou je vais continuer plutôt dans ce qu'il a dit parce que j'ai trouvé que c'était très pertinent. Alors,
Depuis des années, je parle de la flexion de la colonne vertébrale, que c'est pas mauvais de faire une flexion de la colonne vertébrale, que la colonne vertébrale s'adapte lorsqu'on fléchit sa colonne vertébrale complètement, alors que on vit dans une société ou dans l'industrie du sport et de la santé où on nous dit de ne pas fléchir sa colonne vertébrale et surtout pas de le faire avec des charges. Et ce qui est marrant, c'est que on a accepté avec le temps un petit peu que voilà, on peut fléchir sa colonne vertébrale, mais attention, il ne faut pas que ce soit lourd. Et là, ça a toujours été mon premier argument parce que vous m'avez vu faire des Jefferson curl avec des charges très lourdes. Je suis monté jusqu'à là récemment encore 140 kg, 3, 4, 5 reps, facile. Okay, on peut fléchir sa colonne vertébrale avec de la charge à condition qu'on le fasse progressivement. Maintenant, lourd, ça veut rien dire. Lourd, ça veut rien dire. Léger, ça veut rien dire. Tout est relatif à la capacité de l'individu, en l'occurrence des tissus de l'individu. Donc peut-être que pour vous, 20 kg c'est lourd, mais pour moi, c'est très léger. Donc en soi, lourd, ça veut rien dire. C'est subjectif et c'est propre à l'individu. C'est le premier truc à garder en tête. Maintenant, je pense qu'il y en a qui ont compris, qui se disent, ok, Kevin, on a compris, et c'est un peu mon coup de gueule entre guillemets ici, on a compris qu'on peut fléchir sa colonne vertébrale et que c'est pas dangereux forcément. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je vois des gens qui, au final, veulent faire un soulevé de terre, un deadlift, et finissent par arrondir au maximum leur dos, et ils se disent, ok, c'est ok. Ou alors, je vois des vidéos, et là, je vois dans les commentaires, et ça me fait rire, sur Instagram, on voit un gars qui veut faire, une fille qui veut faire un soulevé de terre. Elle fait un soulevé de terre, le but, c'est de faire un soulevé de terre, je vais revenir dessus, et donc, on voit que la forme est complètement dégueulasse, le dos est complètement arrondi, et la personne fait le soulevé de terre. Et là, dans les commentaires, on a deux camps. On a ceux qui disent, c'est dégueulasse, le dos, tu vas te faire une lombalgie, tu vas te casser un disque, etc. Et de l'autre côté, il y en a qui disent non, mais c'est pas mauvais, de fléchir son dos, c'est ok qu'il le fasse comme ça, qu'elle le fasse comme ça. Et c'est là où je me dis, on n'a vraiment rien compris et on a du mal à apporter de la nuance. Et mon but, quand je disais que on a le pouvoir, la capacité de fléchir sa colonne vertébrale et que sa colonne vertébrale s'adapte comme tous les autres tissus, c'était justement d'apporter de la nuance, mais pas de dire tout le monde doit le faire et c'est ok de le faire à chaque fois. Et c'est là où je pense qu'on doit vraiment distinguer ce qu'on cherche à faire. Et j'en reviens à l'idée des exercices. Les exercices ne sont que des outils qui nous permettent de viser des tissus, des zones bien précises, des angulations bien précises. Du coup, la question quand je vois quelqu'un qui fait un soulevé de terre, qui a pour but de faire un soulevé de terre à la base et qui au final arrondit le dos et c'est toute la partie lombaire qui prend la charge au lieu que ce soit les ischio-jambiers et les fessiers. Eh bien, c'est une compensation, ok? Et si la compensation n'est pas volontaire, eh bien forcément, c'est que je ne suis pas en train de maximiser le pourquoi j'utilise l'exercice. À la base, j'utilise l'exercice pour développer ma chaîne postérieure, principalement les ischio-jambiers et les muscles fessiers. Et là, quand j'ai une compensation, j'ai le dos qui s'arrondit, eh bien, je ne suis plus en train de cibler à 100% mes ischio-jambiers et mes muscles fessiers. Donc, est-ce que c'est mauvais? C'est mauvais pour ce contexte-là, le contexte de je vais développer mes ischio-jambiers et mes muscles fessiers parce que c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cet exercice. Donc il n'y a pas à débattre, est-ce que c'est bien, c'est mauvais, le dos rond. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Donc si c'est pas ce que je voulais faire, je ne vais pas le faire. Et donc, ça, c'est vraiment un truc à garder en tête. Et ensuite, on a à l'opposé, maintenant, l'argument qui vient, parce qu'au bout d'un moment, tout le monde a commencé à faire des Jefferson curl, tout le monde a commencé à faire des soulevés de terre dos rond. D'ailleurs, ce sont deux choses différentes. J'ai déjà fait un podcast là-dessus. Je le rappelle, je fais cet exercice depuis 2016 avec une fois et demie mon poids de corps, comme je l'ai dit. Donc, c'est pas nouveau pour moi. Est-ce que tout le monde doit le faire avec des charges conséquentes? Et c'est là où vraiment on débat là-dessus, parce qu'il y a toujours ceux qui veulent aller à l'opposé de ce qui se dit. Donc il y a ceux qui disent ouais, on peut le faire et puis ça peut augmenter, on peut mettre les charges qu'on veut. Regarde, je peux faire mon soulevé de terre, mon Jefferson curl avec 100 kg, 100 et quelques kilos. Okay. Et à l'opposé qui disent ouais mais pas tout le monde doit le faire de cette façon-là, parce que de toute façon pas tout le monde peut le faire. Ouais, ok. Et je comprends l'argument, mais la question c'est on utilise un exercice en fonction de notre contexte et en fonction de ce qu'on cherche à faire. Parce que la vérité, c'est que cet argument-là, il peut être utilisé pour tous les exercices. Pas tout le monde a besoin de faire un squat à 200 kg. Pourquoi tu le fais? Pas tout le monde a besoin de faire un squat au poids de corps, une fois et demie son poids de corps sur 10 répétitions. Pourquoi on le fait? Pas tout le monde a besoin de faire des tractions lestées, des muscle-up lestés. Pas tout le monde a besoin de faire un overhead press avec son poids de corps. C'est un argument qui, pour moi, n'a pas de sens non plus. Okay, donc, encore une fois, tout est une question de contexte, tout est une question de volonté, tout est une question de nuance. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? Ça dépend du contexte. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Si l'argument c'est « ouais, mais ça sert à rien pour la plupart des gens », effectivement, comme tous les exercices, ne servent à rien éventuellement. Parce que les exercices ne sont que des outils qui nous permettent de créer une adaptation
dans des tissus, dans des lignes de tissus bien spécifiques. Donc si votre but c'est de développer votre chaîne postérieure, votre partie lombaire principalement, bien que je défendrai que le Jefferson Curl travaille également sur la partie thoracique, eh bien on peut l'utiliser. C'est un très bon exercice pour le faire. Et c'est un exercice qui peut être chargé progressivement, comme moi. On peut le faire complètement avec des charges très lourdes, sans être mis à risque. Et éventuellement, c'est quelque chose qu'on peut entraîner avec plus de vitesse, d'accord? Parce que bien entendu, ce sont deux qualités qui sont différentes. On gardera ça pour un autre podcast, mais vous avez déjà eu quelques aperçus ici. Maintenant, si vous n'avez pas pour objectif d'atteindre ces charges-là, si ça ne vous aide pas en plus dans votre sport, voilà, si vous êtes un powerlifter, eh bien c'est intéressant de le faire, un weightlifter, c'est intéressant de le faire parce que vous êtes exposé à ces charges très lourdes et éventuellement, c'est intéressant d'exposer votre partie lombaire à ces charges très lourdes pour qu'on ait une marge de sécurité. Si vous êtes monsieur, madame, tout le monde et que vous vous en foutez complètement, vous voulez juste garder votre colonne vertébrale en bonne santé, c'est bien de fléchir sa colonne vertébrale, c'est bien de le faire progressivement, mais ça sert à rien de s'obstiner. Comme ça sert à rien de s'obstiner à faire 1,5 fois de son poids de corps un back squat ou 2 fois son soulevé de terre. Pour la plupart des gens, jamais. J'ai jamais fait de 1 RM, j'ai jamais fait de 2, 3 RM avec la population lambda. Pour moi, ça sert absolument à rien. Donc cet argument, il s'applique dans tout. Donc j'espère vraiment que ça va vous aider. Mon but à chaque fois avec le Qui suis chaud, c'est d'amener de la nuance qui vient à travers les différentes sources d'évidence que j'ai pu collecter, comme je vous l'ai dit. Alors j'espère que encore une fois, dans cet épisode, ça a été fait. Vous voyez un peu le ton de ma voix. Je trouve un peu ridicule plein de choses qui sont dites. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, on a des avis divergents. Et j'espère que ça amène simplement une différente perspective que vous allez pouvoir intégrer dans vos programmes, dans votre exécution, dans votre quête fitness. Faites les choses en réfléchissant, pas en exercice. En disant, OK, quel est le contexte? Qu'est-ce que je cherche à faire? Voilà comment je vais l'utiliser. Voilà mes points faibles. Voilà comment je vais les améliorer. Et là, je trouve que c'est très intéressant. J'en ai à tous les collègues qui font les trucs bien. On peut avoir des avis divergents et toujours s'aimer. Moi, j'aime beaucoup de gens. On n'est pas forcément en accord. C'est OK, OK. Chacun doit savoir défendre ses arguments. Et j'espère que ça aura du sens de ce point de vue-là. Les amis, la semaine prochaine, j'ai dit que cette semaine, l'épisode allait sortir, mais en fait, c'est la semaine prochaine, pas l'épisode, le programme, le nouveau programme de la section hybride. J'ai ma section hybride qui sont les programmes fitness, les programmes fitness généraux pour tout le monde qui veulent ramener leur qualité athlétique, physique de manière générale à un autre niveau. Eh bien, la semaine prochaine, il y a un nouveau programme qui sort. Donc, restez connectés. Et pour tous les élèves et futurs élèves du programme Mentorship, tout se passe dans la description. Nous, on se voit /parle très bientôt. Peace.